À tous, merci d'être venus pour cette troisième conférence qui vous est proposée à l'occasion de l'exposition 14 minutes pour une grande guerre. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Pascal Dupuis, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Rouen, qui est membre aussi du laboratoire de recherche d'histoire, le groupe de recherche d'histoire qui est aussi partenaire de cette exposition, le GRIS. Et nous avons travaillé donc sur la thématique du dessin, parce que son domaine de recherche en général concerne plutôt la Révolution française et les caricatures européennes entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Dupuis propose aussi en ce moment des participations autour de l'histoire du rock et de la violence. Il a participé au projet de recherche PIND, Punk is Not Dead, récemment, avec d'autres collaborateurs de l'Université de Rouen, et publiant aussi aux presses universitaires de Rouen et du Havre. La dernière publication qui nous avait beaucoup intéressé, c'est celle qui est ici présente, La Grande Guerre des dessinateurs de presse. Présente-nous un petit peu ce sujet de ce soir sur le sort des dessinateurs de presse pendant la Grande Guerre, qui vont voir connaître un grand bouleversement entre le début et la fin de la guerre. Merci d'abord à la bibliothèque municipale de m'avoir invité, d'avoir organisé cette magnifique exposition, à Rémi bien sûr, qui a été aussi le fer de lance de tout cela et de ce cycle de conférences. Alors effectivement, j'espère ne pas être trop un imposteur, parce que ma spécialité aussi, elle repose sur les caricatures, et elle repose plutôt sur les caricatures de l'époque moderne et du 19e siècle. Donc là, je me suis un petit peu échappé de ma période de prédilection, mais je l'ai fait à la fois avec plaisir, mais aussi parce que nous avions, avec Guillaume Doisy, organisé une journée d'études il y a de cela 3 ans, au moment où on commençait un certain nombre de travaux autour du centenaire de la guerre, et cette journée d'études associée avec d'autres papiers a donné lieu donc à ce livre, voilà, que je vais vous montrer de manière un peu plus large à l'écran, donc un livre qui rassemble l'ensemble de ces communications, et c'est sur et à partir de ce livre que je vous donnerai cette conférence. On n'avait pas voulu avec Guillaume faire un point peut-être un peu plus traditionnel sur les caricatures et la Grande Guerre, alors à la fois parce que c'est un sujet qui a été en partie déjà débattu, mais en partie parce qu'il y a une masse de documents absolument impressionnante, et on avait voulu s'attacher plutôt à un autre sujet, celui des dessinateurs, et comment le statut social des dessinateurs va être bouleversé par cette Première Guerre mondiale, et ça va être donc le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Et puis deuxième élément, concernant à la fois ce livre, il paraît dans une collection que Guillaume Doisy et moi-même dirigeons, donc aux presses universitaires de Rouen et du Havre, et qui a pour ambition de publier des ouvrages sur la caricature, voilà, et des ouvrages sérieux, si on peut l'être, autour de la caricature de la Renaissance jusqu'à nos jours. Donc il y avait eu déjà un premier volume qui portait sur la caricature napoléonienne, parce qu'il y a eu une énorme vague de caricatures anti-napoléoniennes, mais il y a eu aussi des caricatures françaises napoléoniennes, donc ça avait fait l'objet d'un premier volume. Le second, c'est celui-ci, et puis là, je suis en train de relire les épreuves d'un autre volume qui va porter sur les motifs de 1789 à 1889 dans la caricature, une sélection de motifs, et il y a encore plusieurs ouvrages qui sont en attente et qui devraient paraître dans les 2 années prochaines. Alors, effectivement, le sujet d'aujourd'hui va porter sur je vais peut-être m'asseoir, rester debout toute la soirée, fatigué. Donc, va porter sur les transformations du statut social des caricatures, et pour cela, je diviserai mon propos en 4 parties.
La première partie va résumer à grands traits l'histoire de la caricature, ce qui m'amènera à préciser la situation donc, du dessinateur avant la Première Guerre mondiale, et en m'attachant en particulier au XIXe siècle. Un second point sera ensuite consacré aux mutations produites par la Grande Guerre, sur le statut social donc, du dessinateur de presse, en insistant sur la manière dont justement le dessinateur s'est progressivement transformé en un véritable héros de guerre. Et pour cela, je prendrai aussi l'exemple d'un dessinateur et qui a connu un succès absolument fulgurant pendant toute la guerre, pour ensuite repartir dans une sorte d'oubli. On le verra tout à l'heure. Troisième point, l'ultime réhabilitation, je dirais, du dessinateur de presse, celle qu'il verra devenir donc un dessinateur journaliste. C'est l'expression qui va être utilisée à plusieurs reprises, et alors atteindre une sorte de pinacle de la reconnaissance. Il est adulé par, en tout cas, les autorités. Et enfin, en accéléré à partir de quelques images, parce qu'au final, je ne vais pas beaucoup m'attacher aux images pour les commenter, mais un tout petit peu plus sur le quatrième point, je porterai un regard sur quelques images qui mettent en scène le thème du revirement national initié par le conflit, à partir de quelques planches qui réhabilite un sujet que je connais pas trop mal, la figure de l'anglais, une figure qui fut longtemps, ou en tout cas pendant une période, décriée, et qui va être, avec la Grande Guerre, complètement réhabilitée, là encore montrant bien que la production satirique est traversée par des enjeux diplomatiques, des enjeux militaires. Alors, premier point très rapide, va porter sur la caricature en elle-même. Alors, je ne vais pas vous faire un cours, j'en fais un à la fac, mais sur la caricature, mais l'origine de la caricature, dans son acceptation moderne, est assimilée au XVIe siècle, autour, disons, de la Renaissance, au moment où il y a une volonté d'essayer d'atteindre le beau idéal, et pour cela, on va essayer de contourner ce beau idéal ou de l'atteindre par le laid et non pas par le beau. Donc on va commencer techniquement à faire quelques dessins de déformation des visages, mais toujours dans une volonté d'atteindre la représentation parfaite. Et donc, à partir de la difformité parfaite, on essaye d'atteindre la parfaite difformité. Donc, ces dessins, alors ils viennent de Rouen, enfin, ils viennent d'Italie au départ, mais ils sont conservés au musée des Beaux-Arts. On voit ces dessins qui n'ont pas une volonté comique, mais plutôt d'exagération légère des traits de face et de profil. Ensuite, la caricature va cheminer, elle va devenir véritablement un genre au XVIIe siècle, et non plus une sorte de caprice d'artiste, comme elle pouvait l'être un peu au départ. Le terme caricature va apparaître déjà au XVIIe siècle en Italie. Le genre va traverser la France sans véritablement s'y arrêter. En France, on ne va pas parler de caricature, d'ailleurs, on va parler de portrait-charge. Louis XIV demande, mais qu'est-ce que c'est ça, caricature? Et donc on lui explique, on lui dit, mais c'est des portraits-charges. Donc ça c'est plus compréhensible. Ça va partir vers les Provinces-Unies, XVIIe siècle, là aussi, pays de la liberté. Il va y avoir des images un peu politiques ou politisées. Le graphisme est encore rigide, mais des planches avec des parties littéraires assez importantes. Puis ça va traverser la Manche avec la Glorieuse Révolution, ça va arriver en Angleterre au XVIIIe siècle. Et là, comme vous le voyez dans cette image, qui date du premier tiers du XVIIIe siècle, on est là dans véritablement une satire politique outrée, puisque c'est le postérieur du Premier ministre qui est représenté. Donc il y a une sorte de liberté en Angleterre du XVIIIe siècle concernant ce médium, qui va permettre, aussi tout un tas d'autres raisons, à la caricature de véritablement s'implanter et de se développer.
Ensuite, en France, donc une fois de plus, la caricature traverse la France sans véritablement s'y arrêter, si ce n'est avec la Révolution française. On avait déjà quelques planches avant la Révolution d'ordre pornographique contre Marie-Antoinette. Elles seront reprises avec la Révolution française. Et puis il y a l'unanimisme pas l'unanimisme, il va y avoir aussi un certain nombre, comme c'est la planche qui est sur la droite, de caricatures qui reprochaient que le tiers-état portait sur son dos, enfin une caricature très, très connue, les deux autres ordres. Puis, fin XVIIIe siècle, pendant la Révolution française, véritable production en France de caricatures patriotes et de caricatures royalistes qui vont donner aussi naissance à une véritable émergence de la caricature politique en France. Mais ce qui nous intéresse avant tout, après ce rapide prologue, c'est les apports du XIXe siècle, parce que c'est véritablement le XIXe siècle où la caricature va prendre un autre élan. Alors, l'évolution, elle tient d'abord d'évolution technique, c'est l'invention à la fin du XVIIIe siècle, mais son application au XIXe siècle de la lithographie, procédé donc qui permet de dessiner, de peindre directement sur la pierre, puis d'imprimer en grand nombre sans que la qualité ne s'en ressente, tout en conservant les couleurs et les contours du dessin. Donc cette nouvelle technique, la lithographie, va permettre une véritable floraison de l'illustration, soit en planche détachée, soit intégrée à un journal. Ça c'est le deuxième élément, ça va être l'association rapide entre la caricature et la presse. Donc en effet, l'autre grand facteur de développement de la caricature, c'est l'essor de la presse au XIXe siècle, même si ce développement, bien sûr, est soumis en France à l'alternance de politiques répressives en matière d'information et d'expression, et de périodes plus libérales. Alors, pendant toute la période de l'Empire, même s'il y a des caricatures, la presse et les imagiers sont surveillés. La Restauration, ce sera la même chose. En revanche, 1830, 1848, il y aura une plus grande liberté. Donc, la Révolution de 1830, je le disais, va permettre cette éclosion pour ensuite être de nouveau bâillonnée. Alors, malgré tout, cette Révolution de 1830 va permettre l'émergence d'un éditeur journaliste, Charles Philippon, et d'une équipe autour de lui d'artistes particulièrement talentueux, dont le plus célèbre était évidemment Honoré Daumier. C'est la fondation de la caricature, c'est la fondation de Charivari, un petit peu plus tard. Charivari, c'est aussi le nom qu'on a donné à notre collection qui porte sur la caricature. Donc, explosion au XIXe siècle en France, mais dans toute l'Europe, du dessin politique. Tous les grands pays vont posséder alors leur presse satirique, la France en particulier. Et d'ailleurs, elle écrase quand même pratiquement le reste de la concurrence, si l'on peut dire. Avec le Second Empire apparaît une nouvelle césure, et il faudra attendre de nouveau les années 1870-1871, avec la guerre franco-prussienne et la Commune de Paris, pour retrouver momentanément une grande liberté dans l'expression et une caricature débridée, hautement politique, polémique, et sous forme de feuilles volantes notamment. Troisième étape, même si j'en ai évidemment oublié que cette présentation est un peu schématique, 1881, grande loi sur la presse qui va libérer les crayons satiriques en cette fin du 19e siècle. La caricature va alors accompagner, comme vous le savez, chaque crise, et alors, le boulangisme, l'affaire Dreyfus, évidemment. Et évidemment, également, c'est au rythme de la colonisation que les caricaturistes, les journaux vont aussi se répandre à l'extérieur de nos frontières, ou en tout cas dans les frontières de nos frontières hexagonales concernant la France. Et d'ailleurs, nous aurons, voilà, encore un peu de publicité, prochainement un ouvrage dans notre collection qui portera justement sur ces caricatures hors de France dans la presse coloniale. Alors, comme vous l'aurez compris, en fonction des transformations de l'objet caricature et des pays dans lesquels cette caricature s'est implantée, le statut du caricaturiste, avant 1914, a été
diversement apprécié au fil du temps. En France, pendant assez longtemps, et évidemment par exemple pendant la Révolution française, mais également encore longtemps au XIXe siècle, le caricaturiste n'a pas exactement eu un statut social reconnu, et il est, jusqu'à la Belle Époque, considéré, jusqu'à la Première Guerre mondiale, comme un amuseur, mais qui n'a pas véritablement de reconnaissance. D'ailleurs, et ça c'est aussi un élément qu'on retrouve dans d'autres pays, on le considère comme un artiste raté. Il n'a pas pu faire les grandes écoles, ou il n'a pas pu être un artiste reconnu, donc il fait de la caricature. Alors, petite anecdote qui remonte à un temps un petit peu plus ancien, c'est au XVIIIe siècle, le grand peintre anglais Reynolds adorait faire des caricatures. Et on va bientôt le lui interdire en lui disant, pas question que tu fasses des caricatures, ta main va être corrompue, c'est le terme que l'on va utiliser, donc il va arrêter de faire des caricatures. Donc, de manière générale, même s'il y a des statuts légèrement différents entre les pays, le caricaturiste est considéré une fois de plus comme, et la caricature comme un sous-art. Je pourrais aussi vous donner d'autres exemples de collections qui n'ont même pas été acceptées dans des grandes institutions françaises et britanniques parce qu'elles contenaient surtout des caricatures encore à cette époque. Alors, premier point, un statut qui est une fois de plus relativement médiocre dans l'ensemble des pays. Et donc, il faut attendre la Grande Guerre pour que soit enfin modifiée en profondeur la fonction et la place du dessinateur de presse dans l'organisation sociale. Ainsi, en février, voilà, j'ai oublié de vous passer quelques images, la présentation évidemment du premier numéro de la caricature, hein, enfin en tout cas sa publicité, le Charivari, hein, voilà, publiant chaque jour un nouveau dessin. Et puis, donc, j'en arrive à ce deuxième point. Février 1816, le dessinateur sur lequel je vais m'arrêter quelques instants, Ray Makers, inconnu pratiquement avant le conflit hors des frontières de son pays, donc les Pays-Bas, reçoit avec les honneurs de la République française la croix de la Légion d'honneur en France et s'entretient à cette occasion avec le président de la République, Raymond Poincaré. Ce n'est pas exactement cette scène qui est sur la photographie, mais voilà, il est reçu et honoré en France. Donc, je voudrais m'arrêter quelques instants sur ce personnage, assez peu connu en France, même si alors j'en ai pas vu dans l'exposition, mais probablement que la bibliothèque possède quelques-unes de ses œuvres, et d'ailleurs, comme dans beaucoup d'institutions françaises, et pourtant probablement encore un peu méconnu. Il vient de faire l'objet d'une thèse qui a été publiée, mais qui est en anglais, que j'essaye aussi de faire traduire pour la collection, mais avec aussi beaucoup de difficultés. Hein, les traductions en France, c'est toujours un petit peu difficile. Alors, quelques mots sur cet artiste. Il est né le 6 avril 1869 à Roermond, à proximité de la Belgique et de l'Allemagne, dans la province du Limbourg, donc au sud de la Hollande. Et Louis Romakers, hein, son prénom, je ne l'avais pas précisé, s'oriente vers des études d'art. Alors, on retrouve là une formation finalement assez classique, d'abord à Amsterdam, puis à Bruxelles, et il tente une carrière de peintre. Et il réalise des paysages, des portraits, il va enseigner le dessin, et comme nombre de ses collègues, alors ce n'était pas entièrement faux, eh bien il va s'orienter vers l'édition et la presse, et va travailler à partir de 1914 pour un journal des Télégraphes, qui est le plus grand alors quotidien des Pays-Bas. Et c'est en collaborant à ce journal, d'abord avec un dessin hebdomadaire, puis plusieurs chaque semaine, que Romakers acquiert sa pleine maturité, se faisant remarquer pour ses caricatures des milieux politiques néerlandais. Finalement, un travail, une production assez classique. Mais sa notoriété reste avant tout la guerre qu'il va traiter, et la guerre qui est d'abord circonscrite
à la Hollande. Donc, en effet, l'invasion de la Belgique par les armées allemandes, bien qu'attendue, bouleverse l'opinion alliée, émue par les nombreux reportages et les photographies et les récits des réfugiés, alors largement diffusés par la presse. Et comme d'autres, Remakers réagit vivement à la brutalité de l'attaque germanique et se montre particulièrement sensible au sort de voisins belges. Alors la Hollande accueille rapidement plus d'1 million de réfugiés en provenance de Belgique pour 6 millions de Néerlandais. Depuis le premier jour de la guerre jusqu'à l'armistice de 1918, Remakers ça va être son sujet. Il va aborder le sujet de la guerre, donc du début jusqu'en 1918, et il va réaliser plus de 1000 charges politiques, soit en moyenne 1 par jour. Et dès le début du conflit, la puissance des images qu'il produit suscite l'admiration de nombreux observateurs. Cherchant à faire connaître les crimes des Allemands, on comprend pourquoi, bien sûr, les dessins les plus émouvants et les plus violents que Remakers ait réalisés pendant la guerre datent des 3 premiers mois du conflit. Il travaille alors pour un journal anglophile et francophile, et son message ne porte aucune ambiguïté. Les Pays-Bas ne peuvent rester neutres et doivent s'engager contre le pan-germanisme jusqu'à sa mise hors combat. C'est par exemple cette image, la peur de l'arrivée de l'aigle qui est en train de voler sur les Pays-Bas. Alors les charges sont violentes et provoquent l'agacement des autorités allemandes. En janvier 1915, l'envoyé allemand à La Haye demande des sanctions contre un recueil de dessins qui vient d'être publié de Remakers, car, écrit-il, donc cet envoyé allemand, je cite, « Ces gravures répandues depuis des mois à l'étranger sont 100 fois plus misibles qu'un seul article de journal hostile à l'Allemagne. » Donc la force du dessin est déjà reconnue et bien sûr inquiète. Alors c'est en France et en Angleterre que l'œuvre de Remakers trouve dans un premier temps le plus grand écho. Dès le début, de manière tout à fait normale aussi, ou logique, dès le début de l'année 1915 sont diffusés dans l'Hexagone des carnets de cartes postales illustrés par Remakers au profit de la Croix-Rouge, tandis que John Grant Carteret, alors c'est un journaliste mais qui a introduit et qui s'est beaucoup intéressé à la caricature et qui a publié énormément d'ouvrages sur la caricature, dont John Grant Carteret, le journaliste français, donc autour d'une dizaine d'ouvrages sur la caricature, reproduit certains dessins de l'artiste hollandais voilà, bon, un autre exemple, les saints de la cathédrale de Reims, c'est lui qui nous violait, 28 septembre 1914, saisi par le gouvernement néerlandais, et c'est la première image dans laquelle l'artiste désigne l'Allemagne véritablement comme agresseur de manière visuelle et graphique. Et puis, donc, le journal de John Grant Carteret, je vais y arriver, l'Europe antiprussienne, donc il publie quelques images, quelques dessins de l'artiste dans son journal. Alors, le quotidien de beaucoup plus grande diffusion, le journal français, donc le journal, qui tire à plus d'1 million d'exemplaires, obtient bientôt l'exclusivité des œuvres de Remakers en France, et l'immense succès remporté par les cartes postales, dont je parlais tout à l'heure, réalisées pour la Croix-Rouge, dont les gains ont été reversés aux blessés, valent à l'artiste, donc, d'être fait, comme je le disais tout à l'heure, grand chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur le 11 décembre 1915. Mais, donc, intérêt qu'il suscite en France, et on essaye d'utiliser son œuvre en termes de propagande. Mais, bien sûr, également, Remakers suscite également l'intérêt en Angleterre. Et dès le mois de novembre 1914, un éditeur anglais a remarqué ses dessins, lui aussi, et a entamé des pourparlers avec l'artiste en vue de leur diffusion au Royaume-Uni, en anglais. 1 an plus tard, la Fine Art Society organise une grande exposition Remakers, qui circule ensuite, exposition itinérante, qui circule ensuite dans tout le pays.
Et le succès était que le Times, du 8 novembre 1915, n'hésite pas à écrire, je cite, que ce neutre, alors il était considéré comme neutre, je pourrais y revenir tout à l'heure dans la discussion si vous voulez, est le seul génie que la guerre ait produit. Et on discute ensuite au Parlement de l'opportunité de faire diffuser de manière propagandiste les dessins de Romeckers dans les pays neutres. Le Daily Mail, grand journal quotidien britannique, publie les dessins d'artistes, eux, lui aussi, en exclusivité pour l'Angleterre. Donc, si la France tarde à organiser sa propre propagande, contrairement à l'Allemagne, l'Angleterre, en revanche, n'est pas en reste. Depuis le début de la guerre, un bureau de propagande établi par le Premier ministre, Asquith, travaille en secret sous le nom de Wellington House. Son directeur, Masterman, Charles Masterman, un nom voilà, prédestiné, invite des hommes de lettres à rédiger livres et pamphlets, mais également des photographes, des peintres, des caricaturistes et des cinéastes en vue de diffuser textes et images en direction des pays neutres. Le plus efficace des documents produits par cette officine, c'est le rapport Bryce, BRYCE. Il paraît en mai 1915, il est traduit dans une trentaine de langues, et dans ce rapport, principalement nourri par les récits des réfugiés belges, le comité Bryce donne un compte-rendu des atrocités allemandes commises en Belgique pendant les premiers mois de la guerre, et évidemment à être diffusé pour pousser les neutres à rejoindre la coalition. Alors avec le succès de l'exposition itinérante Romeckers tenue à Londres et dans le reste de l'Angleterre, une maison d'édition londonienne lui commande un recueil de dessins. Puis c'est au tour de la Wellington House, l'officine de propagande, qui, elle aussi, commande un recueil et fait paraître donc un recueil de 40 pages. Cette publication, vendue à un tarif très abordable, est distribuée aux soldats en partance pour le front. Et, élément tout à fait intéressant, selon un auteur allemand, nombre de ces recueils sont trouvés chez des prisonniers de guerre des pays alliés. Donc, ils ont vraiment été distribués et conservés par les soldats. Suite à l'édition anglaise donc des cartoons de Romeckers, ce recueil va bénéficier d'une traduction en plus de 18 langues, et jouit évidemment d'une diffusion et d'une vente difficile à évaluer, mais évidemment quelques millions d'exemplaires dans le monde entier. Après donc la France, puis l'Angleterre, eh bien ce sera la Suisse, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Russie, le Canada, le Brésil, mais surtout les États-Unis, qui vont aussi attirer les travaux de Romeckers. Alors, avant les États-Unis, mais j'en dirai simplement quelques mots, toujours en Angleterre, d'autres formes de propagande sont initiées. Des paquets de cigarettes, alors il y en a, pas forcément ceux-là, mais il y en a à côté dans cette magnifique exposition, qui sont donc agrémentés des dessins de Romeckers, 140 au total, qui sont là encore distribués aux soldats. Des femmes des milieux aristocratiques organisent des après-midi récréatives, évoquées par la presse, pendant lesquelles sont mis en scène des tableaux vivants inspirés des dessins les plus célèbres de Romeckers, comme le fait par exemple la belle-sœur de Winston Churchill en 1917. L'Allemagne, bien sûr, réagit à la distribution des paquets de cigarettes illustrés. Un grand journal à Cologne s'inquiète par exemple, je cite, des conséquences d'une telle propagande. 50 millions de soldats et civils pour voir l'empereur et l'empire avec les yeux de Romeckers. Donc il le cite. Et à partir donc de l'article qui a été rédigé ici, je terminerai en disant qu'il part ensuite poussé par l'Angleterre vers les États-Unis, où il va rejoindre l'écurie des dessinateurs de Hearst, le grand magnat de la presse à l'époque, une presse d'ailleurs lui-même plutôt proche de l'Allemagne, mais qui va quand même le prendre, et il va être repris, on estime, dans ces dessins à 2000 journaux différents sur le territoire des États-Unis. Il va y rester une grande partie de 1917, et simplement une dernière citation, un journaliste du New York Evening Post résume ainsi l'effet produit par les œuvres de l'artiste.
lorsque vous sortez des salles où sont exposés ces dessins, parce qu'évidemment ils les exposent aussi, vous prenez tellement conscience de ce qu'est la guerre que la neutralité vous semble insupportable. Donc, une fois de plus, le travail de sape ou de propagande de Romeckers a visiblement eu un effet, si l'on en croit l'ensemble de ses commentateurs. Donc, comme on le voit, aucun autre dessinateur n'a et n'aura probablement, avant ou après lui, joui d'une notoriété internationale équivalente. Toutefois fugace, puisque la fin des hostilités plonge Romeckers, pourtant toujours actif, dans le plus rapide des oublis. En France, la plupart des dessinateurs font eux aussi l'objet d'une large célébration, et cela dès les premiers mois de la guerre, grâce à la presse, par le biais de nombreuses expositions. Le président Poincaré, par exemple, se rend officiellement à l'exposition dite des humoristes. Donc, grâce aux expositions, mais également au travers de l'édition d'affiches, de cartes postales diffusées à des millions d'exemplaires et qu'ils illustrent pour des causes naturellement soutenues par les autorités, les dessinateurs vont atteindre une visibilité jusqu'alors également inconnue et qui semblait même pour eux inaccessible. Si la photographie concurrence à cette époque le dessin de presse, afin d'évoquer avec réalisme le conflit dans les journaux, le dessinateur est cependant toujours considéré en 1914 comme le plus apte à concevoir des signes visuels capables d'entonner des discours de propagande et des discours nationalistes. Ainsi, lorsqu'il s'agit de lancer des campagnes d'affiches pour les emprunts, je ne sais plus s'il y en a à côté, on verra, ou pour les différentes initiatives à caractère caritatif, comme la journée du poilu, célèbre, lorsqu'on veut illustrer des cartes postales de correspondance officielle, ou lorsqu'on édite des millions de vignettes qui participent de cette culture visuelle de la guerre, les différentes institutions ou entreprises à l'origine de ces productions font toujours appel, pratiquement toujours appel aux dessinateurs. Seuls capables, pense-t-on, de capter par le dessin l'œil et le cœur, j'ai presque envie de dire, l'âme des hommes. De même, lorsqu'il s'agit d'illustrer les journaux quotidiens, de fustiger l'adversaire, parce que c'est avant tout de ça qu'il s'agit, de rire de soi, de rire surtout de l'autre, c'est encore en cette époque troublée les dessinateurs que l'on convoque. Parmi les producteurs d'images, le héros imagier de cette guerre n'est pas le caméraman, n'est pas le photographe, mais bien le dessinateur de presse, incarné par donc le fameux néerlandais Louis Romeckers, célébré une fois de plus dans toutes les capitales, et qui a fait la une pratiquement de tous les journaux de par le monde, enfin les journaux de la coalition et d'autres. Donc si la photographie a bien sûr une valeur documentaire, le dessin, lui, est à la fois capable, pense-t-on, de raconter le conflit tout en fustigeant l'adversaire. Il est capable de pratiquer l'autodérision, de suggérer enfin la mort, et de la suggérer en évitant les tabous de la photo et d'un réalisme trop cru de la violence et des viscères. Donc ces caractéristiques vont permettre de transformer le statut et la position du dessinateur. Donc trois grandes étapes apparaissent dans la constitution de cette figure héroïsée du dessinateur de presse de guerre. En premier lieu, on justifie son rôle prépondérant dans la société en guerre, faisant ainsi fi du passé, comme je l'ai expliqué, pas très reluisant, pas très sérieux de la belle époque. Après la justification, va venir la phase de glorification, aucun auteur n'échappant à cette tendance qui consiste à transformer le dessinateur allié en héros, digne d'être comparé au plus courageux des combattants. Enfin et très rapidement, mais de manière marginale, viendra le temps des critiques à l'encontre des dessinateurs, 1917 en gros, considérés par certains soldats au front comme des bourreurs de crâne. Et dans les journaux de tranchées, j'ai une citation que je pourrais vous donner tout à l'heure. Dans une phase ultime, c'est-à-dire dans l'immédiat après-guerre, on assistera à une inversion des représentations qui contribue à la disparition de la figure célébrée du dessinateur qui devient de plus en plus discrédité par son adhésion à ce qui est maintenant convenu d'appeler un véritable carnage. Mais bien avant cela, lors de la déclaration de guerre, avant d'en arriver à ces trois étapes,
lors de la déclaration de guerre, un certain nombre de journaux cessent de paraître. Alors il y a aussi toute une réalité économique derrière cette presse. Donc une partie des journalistes, des dessinateurs, des imprimeurs sont mobilisés. Le papier, plus difficilement acheminé. Et donc la diffusion est désorganisée. Et la presse affronte des conditions inédites et pour certains journaux fatales. Des journaux disparaissent. Le Rire, par exemple, disparaît au tout début du mois d'août. Il va réapparaître sous un autre titre ultérieurement. C'est également le Cri de Paris et bien d'autres hebdomadaires qui sont obligés soit de disparaître, soit de transformer leur ligne éditoriale. Le Rire, je le disais, disparaît, mais il va reprendre un petit peu plus tard ses livraisons et la rédaction se sent contraint à la nouvelle publication de justifier le fait de publier des caricatures en temps de guerre. Effort de justification que l'on retrouve d'ailleurs également dans d'autres domaines, le spectacle, la musique. Et dans son texte, le journal se donne une double mission, celle d'énoncer, je cite, des vérités en s'attaquant à l'ennemi, et celle d'exalter les héroïsmes en défendant ses soldats. On retrouve cette approche double en préface d'une très belle publication intitulée « La Grande Guerre par les artistes », d'abord publiée en livraison, puis sous la forme de recueil. Dans cette série, les dessinateurs ont aussi pour tâche, je cite, de dresser un monument à la gloire et à la mémoire de ceux qui combattent pour tous en même temps qu'un monument d'infamie aux manifestations du crime allemand. Toujours les deux objectifs, magnifier le combat tant français et attaquer l'allemand. En clair, le travail des dessinateurs, tel que le présentent ces professions de foi, s'inscrit parfaitement dans la réalité du conflit et dans le combat acharné à mener contre l'ennemi. Ce texte, signé par la rédaction, est aussi révélateur d'un nouvel état d'esprit, en tout cas un autre. En effet, il traduit aussi par effet de contraste le fait que, dans les années qui ont précédé la guerre, la caricature était assimilée, on l'a vu, à une œuvre légère, suscitant rire et amusement. Et à présent, l'âpreté du conflit rend au premier abord l'humour incompatible avec une société dominée par le militaire. D'autant qu'il suggère un contraste indécent entre la bonne humeur, qui peut continuer à s'exprimer à l'arrière, et la dureté du front. Même réserve de la presse lors de la première exposition des humoristes, en février 1915. Comme en témoigne un article du Matin, je cite, « Le salon des humoristes, c'était naguère l'éclat de rire du printemps. » Évidemment, on a beaucoup moins de raisons de rire. « Il est tragique, continue-t-il, cette année. L'actualité ne lui livre que des ruines, des cadavres, du sang. Et malgré tout, il n'a pas dégénéré de son caractère. Par la dérision, par le mépris, il fait justice au crime allemand. » Donc le Rire trouve ainsi sa justification dans une fonction patriotique, cocardière, justicière. Nous pourrions évidemment prendre d'autres exemples qui iraient dans le même sens. Et pour conclure cette partie, je dirais simplement que le dessinateur est souvent comparé à un soldat qui mène en France une guerre sans merci à l'Allemagne, armé de son crayon. Alors ce sera un titre d'un ouvrage sur les dessinateurs entre les deux guerres, ultérieur, d'un historien actuel. Les auteurs dans leur ensemble s'entendent sur le caractère militant et combattant de la caricature, décrite comme une arme permettant d'affaiblir l'ennemi. Dès 1915, le traducteur d'une petite brochure publiée en France, recensant des dessins américains relatifs à la guerre, explique, je cite, qu'à côté de nos canons de 75 mm, il n'est pas mauvais d'employer le ridicule, il tue encore sur certains champs de bataille. La même année, le quotidien Le Matin file la métaphore guerrière pour valoriser le rire français. Je cite, par la dérision, par le rire, par la caricature, on fait justice au crime allemand. C'est une des vengeances infaillibles de la France qu'elle tue par le ridicule mieux que par le fer. Ceux dont elle se moque resteront grotesques pour l'éternité. Et on relève, une fois de plus, des arguments semblables chez un historien de la caricature déjà évoqué, John Grant Carteret, en 1916. Pour ce dernier, la caricature de guerre est une arme de combat destinée à battre en brèche l'ennemi au moyen du crayon, destinée à le tuer, à l'anéantir moralement. C'est sa citation. Et par effet d'osmose, le dessinateur devient lui-même un combattant, un héros du front.
extrêmement paradoxal. Mais finalement, l'argument le plus intéressant et le plus novateur chez nos observateurs et commentateurs réside dans la présentation du dessinateur comme un journaliste, dont les œuvres sont des témoignages directs et indiscutables de la réalité, objet de notre troisième partie, ce qui est quand même assez aberrant pour des caricaturistes. Donc troisième point, le dessinateur journaliste. Ainsi, pour Clément Janin, dans la Gazette des Beaux-Arts en 1919, par exemple, je cite, « Le dessinateur d'actualité est le journaliste du crayon. Comme le journaliste, il obéit à la nécessité de noter le fait du jour, d'en tirer la conséquence ou l'enseignement. Tantôt il contresigne l'opinion publique et tantôt il la prépare. » Donc, historien d'art André Blum, auteur d'une thèse sur la caricature au temps de la Révolution française, pas très bonne, mais bon, est du même avis. Je cite, « Les artistes qui ont participé à ce mouvement ont tous un trait commun. Ce sont des dessinateurs journalistes. » Il emploie l'expression. Ils ont le sens de l'actualité et ils s'expriment en un langage vivant et coloré qui ne ressemble pas à celui des peintres. Donc ce rapport du dessinateur à l'actualité semble évidemment neuf. Il découle du fait que dorénavant, la plupart des quotidiens publient des dessins de presse, ce qui constitue alors une nouveauté et participe de la réévaluation du rôle social des dessinateurs. D'ailleurs, dès 1916, John Grant Carteret emploie ce qualificatif de dessinateur journaliste, mais pour qualifier les cartoonistes, les caricaturistes anglophones qui œuvrent aussi, eux aussi, dans la presse quotidienne. Donc le regard porté sur la caricature étrangère par nos commentateurs influe plus ou moins directement sur celui qu'ils porteront sur les dessinateurs de presse en France. Et signalons également que pour donner plus de poids à leur publication, certains journaux français présentent eux-mêmes le travail de leurs dessinateurs comme directement inspirés par les événements. De même, on a longtemps dit que Louis Remakers s'était déplacé en Belgique pour témoigner de la barbarie allemande. En fait, il est toujours resté en Hollande, il n'a jamais traversé la frontière. Lorsque, en mars 1915, le quotidien Le Gaulois annonce qu'il s'est assuré la collaboration du fameux Charles Léandre, c'est en soulignant que le grand artiste donnera, je cite, 2 fois par mois un dessin original inspiré par l'actualité. Donc évidemment, à l'heure des chaînes info en continu, de la mise en ligne permanente des dessins sur le web, cette présentation a de quoi nous faire sourire. Mais en réalité, malgré le contrôle de l'information par les autorités militaires, la guerre et ses bouleversements constituent à l'époque une source inépuisable et finalement incontournable pour le dessinateur, devenu donc également journaliste. Et selon nos auteurs, les journalistes disent la vérité. Et les caricatures, hormis les plus grossières, publiées dans les semaines ou les mois qui ont suivi le début du conflit, reflètent parfaitement la réalité, fût-elle totalement reconstruite ou fantasmée, notamment lorsqu'il s'agit de crimes commis par l'Allemagne. Et à l'inverse, les caricatures allemandes sont décriées. Là, elles, au contraire, elles ne révèlent pas la réalité. En 1916, Grant Carteret, toujours, voit même dans les caricatures des documents graphiques destinés à illustrer les procès-verbaux des enquêtes officielles sur les violations des lois de la guerre par l'ennemi. Il est intéressant aussi de relever que malgré l'omniprésence de la photographie, dont on pense déjà à la belle époque qu'elle témoigne du réel de manière bien plus fidèle que le dessin, la propagande de guerre décrit la caricature alliée comme le strict reflet de la réalité. Elle a valeur de preuve, argument absent des commentaires relatifs à la caricature, évidemment dans les décennies précédant la Première Guerre mondiale et postérieure. Ces héros empruntent des parcours évidemment divers, multiples pendant le conflit. La plupart, donc ces héros, ces dessinateurs, ces caricaturistes, la plupart illustrent des affiches officielles, certains travaillent pour la grande presse quotidienne, d'autres collaborent à la section du camouflage, les moins chanceux meurent au front, ou s'y illustrent avant de devenir des dessinateurs officiels pour, par exemple, le bulletin des armées de la République. Les commentateurs associent à ces grands noms du patriotisme des artistes moins connus à l'époque et dont l'œuvre fait encore débat aujourd'hui. C'est le cas, par exemple, de Steilen, un peintre suisse, qui, aux côtés de dizaines d'autres dessinateurs, obtiendra une mission d'artiste aux armées en 1917. Toutefois, cette nouvelle stature et cette heure de gloire sera finalement passagère. Alors,
quatrième et dernier point, dans les premières décennies du XIXe siècle, la caricature s'empare en partie de la définition que lui a donnée Sigmund Freud, la révolte contre l'autorité. En Allemagne, un certain nombre d'hebdomadaires vont s'attaquer aux hommes de la finance et du pouvoir, d'autres défendent la classe ouvrière. En France, l'assiette au beurre développe également une rhétorique revendicatrice, ouvertement anticléricale. Mais les images, comme je l'ai précisé tout à l'heure, prennent également le pouls des crises nationales et révèlent les défiances des nations entre elles. Si l'on prend l'exemple du traitement satirique de l'Angleterre par la France, on assiste avant la Première Guerre mondiale à une série de planches particulièrement désobligeantes pour le voisin britannique. Alors, premier exemple de ce florilège, avec un numéro complet du Rire de Villette, intitulé V'là les English, que vous avez à l'écran, qui est publié en septembre 1899 et qui attaque l'Angleterre et les Anglais, son régime politique, sa politique coloniale, son histoire, et qui revient à partir de multiples dessins sur la rivalité et les conflits franco-britanniques du passé. Alors, le numéro a été publié au lendemain de Fashoda, une crise donc qui a été ressentie par la France et par ses caricaturistes comme une véritable humiliation. Les dessins sont féroces et reprennent les vieux arguments de la suffisance, entre autres, et de l'inhumanité supposée britannique. Autre exemple, parlant si j'ose dire, puisque cette fois-ci il a déclenché une mini-crise diplomatique, c'est celui d'un dessin de Jean Weber, publié donc dans l'Assiette au beurre, dans son numéro 26 en septembre 1901. Il est à noter que dans ce climat d'anglophobie, le journal a probablement envisagé qu'il allait connaître un grand succès et a donc choisi de faire un coup commercial en publiant ce dessin indécent. En effet, malgré son prix de vente élevé, l'hebdomadaire va se vendre à l'appel, on parle de 250 000 exemplaires. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du nouveau roi qui vient de monter sur le trône, Édouard VII, le roi britannique, et que l'on reconnaît le visage sur le postérieur dénudé de Britannia, une Britannia assez peu positive, une vieille femme qui remonte ses jupes. Alors, le dessin, et c'est aussi la force du dessin, ne passe pas inaperçu. Le roi se plaint à l'ambassadeur français à Londres, et le gouvernement, donc débat au Parlement, le gouvernement choisit d'essayer de poursuivre le journal satirique et d'entreprendre, même si ça ne sera jamais apparemment le cas, de saisir le journal. L'hebdomadaire proteste, même s'il est ravi de toute cette publicité, et en attendant la décision finale du parquet, précise donc, le journal précise que l'administration d'Assiette au beurre a décidé de faire paraître une nouvelle édition, alors on en compte 10 ou 11 de ces éditions, publiées encore bien après 1901, donc une nouvelle édition où l'impudique Albion portera une jupe que vous avez sur la droite. C'est en effet ce qui fut fait et rend le ridicule du monarque encore plus saisissant. Bon, et apparemment le journal, comme je l'ai dit, ne sera ni censuré ni saisi, et ce numéro sera réédité à plusieurs reprises ultérieurement. Plus intéressant pour notre sujet du jour, il sera également republié par les Allemands pendant la Grande Guerre et diffusé dans les tranchées alliées. Car en France et en Grande-Bretagne, où les images étaient à la même période tout aussi animées par la haine de l'autre, c'est le temps d'une nouvelle entente cordiale. Initiée d'ailleurs au lendemain de la crise de Fashoda, qui va bientôt se transformer en une véritable entente cordiale. L'ennemi devient l'Allemagne, de Guillaume II, qui développe des alliances et une flotte de guerre, et qui commence donc à faire de l'ombre à la France et au Royaume-Uni. L'ennemi de mes ennemis devient donc, les ennemis de mes ennemis deviennent donc mes amis. L'exemple
d'un journal satirique créé par et pour la guerre, La Baïonnette, et dans ce cas tout à fait révélateur et symptomatique de ces changements d'attitude. Il s'agit par le rire de déconstruire l'image négative de l'anglais, qui reste souvent un étranger étrange, et de le remplacer par l'image négative de l'allemand. En outre, comme l'explique une spécialiste, il s'agit aussi dans ces images de rapprocher l'anglais du français et ainsi familiariser cet étranger toujours singulier. Concernant l'allemand, de nombreuses stratégies sont mises en place. Par exemple, on appuie sur son caractère fourbe. Il prend les apparences d'un autre pour mieux tromper son nom. Une technique évidemment très ancienne, mais toujours percutante. Surtout quand on la mélange à un passement associé, soi-disant à la bourgeoisie, tromper sa femme. Cette dernière femme, élégante, dans un dessin de Polyribe, rentre chez elle et annonce à son mari, figure stéréotypée du bourgeois, que la gouvernante allemande, dit petite, était en fait le général von Kluck. Le mari, interloqué par la nouvelle, de lui répondre, vous l'avez au tableau, quelle horreur Pauline, moi qui t'ai trompé avec elle. À l'inverse, l'anglais dont on n'arrive cependant pas véritablement à comprendre le comportement, so British, provoque la fascination, même si elle est toujours mêlée d'une petite incompréhension. Et de toutes les qualités manifestées par le caractère anglais, le flemme est le plus emblématique. Dans les combats de la Grande Guerre, cette retenue naturelle s'apparente au sang-froid et au courage. Un dessin l'illustre parfaitement, enfin deux. Le premier, mais je ne l'ai pas reproduit, tandis qu'un officier se fait arracher les deux mains à la suite de l'explosion d'une bombe, ce dernier s'écrie à son aide de camp « John, vous n'oublierez pas d'écrire chez Road & Co. pour décommander les 2 douzaines de manchettes. » Il vient de peindre ses mains. Autre exemple, un dessin publié en juin 1916, dans lequel 2 soldats anglais mangent sur une table de fortune au cœur d'un village dévasté au milieu d'un bombardement. Le premier dit à l'autre « Quand je mange vite, j'ai le hoquet. Connaissez-vous le remède ?» À quoi l'autre répond « Yes, Tommy. Dites à quelqu'un de faire peur. » Donc la mort est donc ici traitée avec la plus grande indifférence par nos Anglais, devenus à présent nos alliés. Et on le voit, et les exemples sont légion, qu'il attaque l'ennemi ou défend nos alliés, le caricaturiste prend part au combat et à cette fameuse culture de guerre qui est en train de s'imposer dans la presse à partir de 1915 et qui donne des images de plus en plus partisanes et nationalistes. La défense de son pays apparaît sous diverses formes. Cartes postales, satiriques, enveloppes militaires, tracts envoyés à l'ennemi, journaux illustrés au fort accent cocardier. Pour un militaire français en 1916, la diffusion des caricatures, des dessins de presse ou d'actualité, je cite, dépasse celle des obus. Et pour conclure, je dirais qu'en effet, la Grande Guerre, en réduisant même de manière factice les divisions sociales, en unifiant l'ensemble de la population derrière son armée, son État, son soldat, et quelques valeurs bellicistes, a offert aux caricaturistes une mission inédite, autant qu'extraordinaire, mais finalement très fugace. L'après-guerre voit l'opinion marquer sa défiance envers la grande presse, le dessinateur perd de son aura, relégué aux grands journalistes et simple commentateur par le crayon. Notons néanmoins une réactivation récente de la figure héroïque du dessinateur de presse, depuis bien sûr la fameuse affaire des caricatures de Mao Tse et bien sûr les événements tragiques de Charlie Hebdo. Nombre de commentateurs occidentaux de la crise se sont complu à croire et au rôle intrinsèquement démocratique du dessin de presse et de sa capacité à peser dans le débat public. Les choses, me semble-t-il, sont bien plus complexes et l'exemple de la Grande Guerre en est une illustration, si j'ose dire. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette très intéressante communication. Oui. On va pouvoir prendre un petit peu de temps si vous avez des questions pour échanger avec Pascal sur différents thèmes qui vous ont peut-être arrêté. Je voudrais juste préciser qu'en effet, dans cette bibliothèque, on trouve bien sûr le recueil de Remacher publié au début de 1907, et puis aussi celui terriblement édifiant sur les atrocités allemandes, qui a eu un énorme succès sans discontinuité. C'est bien la preuve, enfin, vous avez déjà une très très belle collection, mais je pense que
une petite recherche, pardon, verrait que ce recueil est dans pratiquement toutes les bibliothèques en France. Voilà, il a été conservé parce que diffusé à un immense un nombre d'exemplaires extrêmement impressionnant. Ce n'est pas un éphémère comme les petits papiers qui font l'objet de la valorisation principale de cette exposition. Cependant, pour souligner quand même l'intérêt porté au moment de la guerre sur la problématique des caricatures, il faut noter que dans le fonds d'archives qui a été classé ici par Jeanne Aufort, une étudiante de l'université aussi, il y a toute une partie consacrée à un tri des caricatures publiées dans la presse quotidienne, classées par auteur, et qui représentent une masse assez phénoménale sur les 4 ans. Donc ça montre vraiment l'intérêt que le conservateur avait eu sur ce sujet. Et donc ça a été fait par le conservateur, c'est ça? Et à quelle époque? Tout au long de la collecte. D'accord. C'est qu'il y a eu aussi une volonté pendant la guerre et au lendemain de la guerre d'essayer de collecter les caricatures. Et alors, André Blum va déjà s'y atteler, d'abord dans une volonté personnelle, et il va faire le tri entre les caricatures. Et par exemple, il ne va pas y inclure les caricatures allemandes. Donc ensuite, on va reprendre ça. On dit non, si on collectionne, il faut collectionner l'ensemble. Et donc il y avait déjà des... donc voilà, une sorte de parti pris, de préjugé, mais la volonté dès 1916, voire dès 1915, de collectionner ces images, enfin de les conserver. Et du côté français, avec cette idée, mais c'est aussi le cas peut-être moins institutionnalisé du côté britannique, côté allemand, ça je ne pourrais pas le dire, mais la volonté de les collecter, de les conserver dans un but aussi patrimonial et d'explication de la guerre. Donc là encore, c'est donner à la caricature un statut qu'elle n'avait jusqu'alors pas. Alors, pour bien connaître aussi, bien connaître surtout les périodes précédentes, elles ont plutôt fait l'objet de censures importantes, elles ont été plutôt bâillonnées, plutôt que collectionnées et considérées comme des preuves ou des éléments de la réalité. Donc là, on est véritablement dans un transfert, ce que j'ai essayé de montrer, et ce que nous avons essayé, parce qu'une fois de plus, c'est tiré de cette journée d'études et à la fois des travaux de l'ensemble des participants et de l'animation qu'on avait pu faire avec Guillaume, qui est lui, le grand spécialiste. Oui, je voulais vous demander, on dit donc les soldats pendant la guerre de 14 donc écrivaient beaucoup, il y avait un courrier qui était énorme, mais est-ce qu'ils avaient accès donc aux journaux et aux caricatures de presse? Alors oui, absolument, ils ont accès, ils reçoivent, il y a aussi, alors il y a les effets, merci beaucoup, il y a les effets carte postale, donc où il y a beaucoup de caricatures qui sont reprises sur les cartes postales. Ça a fait aussi l'objet d'un ouvrage, alors, je vais faire encore un petit peu de pub, mais il le mérite, de Guillaume Loisy sur les cartes postales pendant la Première Guerre mondiale, et c'est un travail voilà, très, très important, dans la mesure où il s'est aussi intéressé au verso, et pas uniquement aux images, mais à ce que et il continue à travailler sur ce thème, à ce que aussi les poilus en particulier disent de ces images. Et parfois ils sont très acerbes sur ce qu'ils voient sur l'image et ce qu'ils considèrent déjà ou aussi comme de la propagande. Donc les caricatures, elles circulent. Et d'ailleurs, en 1917, bon, j'ai un texte là que je pourrais vous donner, il y a un journal des tranchées qui se plaint de cette utilisation des caricatures comme du bourrage de crâne. Et il trouve que c'est indécent. Alors lui-même va être censuré. Mais il y a aussi une opposition sur la fin de la guerre et au lendemain de la guerre sur le travail de ces dessinateurs et de ces caricaturistes qu'on trouve ayant un peu trahi d'une certaine manière leur profession. Voilà, et puis surtout ne pas représenter la réalité de la guerre et du front.
Horreur des micros. Donc, pour rester dans le domaine français, pour rester dans le domaine français, si la Grande Guerre a mobilisé des dessinateurs connus, confirmés, Steinel, est-ce qu'elle a mis le pied à l'étrier à une nouvelle génération de dessinateurs dont le destin, après-guerre, peut-être soit prospère Alors, là je ne voudrais pas trop m'avancer. Je pense qu'il y a eu à la fois, on peut répondre de deux manières, c'est qu'il y a eu une telle demande que l'éventail s'est élargi. Et il y a eu, bien sûr, les dessinateurs confirmés, connus, et ceux qui quand même acceptaient alors pour vivre ou survivre, certains ont refusé. Ils sont peu nombreux, mais il y a une presse pacifiste, il y a quelques caricaturistes, dessinateurs, qui refusent l'embrigadement et qui restent sur des positions d'opposition. Mais les besoins sont tellement larges que, évidemment, ils vont attirer aussi une plus jeune génération. En revanche, je ne saurais pas répondre sur leur devenir par la suite. Je pense qu'ils en ont probablement profité, et on peut imaginer qu'au lendemain de la guerre, avec la demande toujours forte de dessins dans la presse quotidienne, mais aussi hebdomadaire, et même si ça commence un peu à diminuer, les journaux illustrés, il y a probablement un certain nombre de caricaturistes qui ont pu comme ça continuer leur travail, débuter avec la Première Guerre mondiale. Mais là, je m'avance peut-être un petit peu. En tout cas, le besoin était là. Il n'y a pas encore de prosopographie sur Non. Alors ça, c'est... Il y a à présent ce qu'on a, ce qui est très utile. Il y a encore quelques manques, mais c'est déjà un bon premier travail. Il y a un répertoire de l'ensemble des journaux satiriques, de la Révolution jusqu'à nos jours. Ça a été publié par Ridiculosa. Alors Ridiculosa, c'est une petite, mais voilà, une revue annuelle par une association à laquelle j'appartiens et qui s'intéresse, une association d'ailleurs très largement franco-allemande, mais pas uniquement, mondiale, qui s'intéresse au dessin satirique et qui donc donne tous les ans un numéro d'une revue. Et il y a un numéro qui a été consacré à l'ensemble, donc présentation de chaque revue dont on connaît l'existence de 1789 à nos jours. En revanche, il n'y a pas encore un outil qui nous permettrait de donner, même s'il y a des dictionnaires qui existent, mais qui sont toujours incomplets en raison de la masse des journaux. Il y a des journaux au XIXe siècle dans pratiquement toutes les petites villes de France, donc, et avec leurs caricaturistes ou leurs dessinateurs. En revanche, peut-être pour compléter cette question, quid des dessinateurs anonymes? Dans l'exposition, on présente par exemple, étonnant éphémère parmi les éphémères, un support qui est une caricature sur du papier toilette et qui n'est pas signé. Il y en a d'autres aussi. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une contre-culture de la caricature quelque part parmi ceux qui ont dessiné anonymement? Oui, alors je ne sais pas si c'est une contre-culture, en tout cas, elle rend compte plutôt de cette fameuse expression de culture de guerre. Je pense qu'on est, même si elle peut aussi être discutée, mais elles fait partie, ces caricatures font partie de cette culture. Je pense aussi que le fait de faire ces petites images, très... de qualité tout à fait intéressante, mais d'une diffusion très limitée, montre qu'il y a un besoin de s'exprimer et que l'on a envie de s'exprimer au travers du genre de la caricature.
Donc moi je trouve ça plutôt comme un vecteur indiquant qu'il y a eu véritablement une fascination pour, ou en tout cas une diffusion énorme de ces images et presque tout le monde a envie de contribuer, même sur des supports assez étonnants. Mais ça, là aussi, il nous faudrait un historien pour les inventorier et pouvoir ensuite les expliquer. Mais alors, ça me fait dire ce que j'ai pu évoquer au tout début de mon intervention, c'est que la caricature a été pendant longtemps méprisée. Et donc hier, il y avait, c'était tout à fait intéressant, il y avait une journée d'études à l'ESP, l'ancienne IEFM, alors là c'est des sites que vous ne connaissez peut-être pas, et vous avez bien raison, mais l'ancienne école d'instituteurs, c'est ça, de préparation des maîtres. Et donc dans cette journée d'études, il y a, associé à cette journée d'études, il y avait une petite exposition de caricature qui vient d'un fonds allemand, d'un musée en Allemagne, et à peu près 70 caricatures. Alors, l'exposition est tout à fait intéressante parce qu'elle a été mise en lumière par des élèves français et allemands qui les ont expliqués, qui les ont commentés, et ça donne une sorte de plus-value à chacune de ces images. Voilà, bref. Mais la collection même de ces 70 caricatures françaises a été donnée à un galeriste allemand dans les années 50 à Paris. C'est-à-dire que c'était aussi un galeriste français, il ne savait pas quoi en faire, et il lui a dit « Bien, ça t'intéresse, tu les prends ». Donc la caricature, pendant très longtemps, jusqu'encore dans les années 50, n'était pas très souvent des œuvres de musée que l'on considérait comme ayant un intérêt particulier, un intérêt patrimonial. Alors il y a évidemment des contre-exemples, mais dans le sens de mon développement, au lendemain de la Première Guerre mondiale, justement, l'Angleterre a besoin d'argent et elle va se séparer d'une grosse partie de ses collections de caricatures. Alors, du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, donc elle fait le tri entre ce qui lui paraît digne d'intérêt, donc les grands noms, puis toutes les autres, elle les vend et elles sont maintenant à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Donc pour les consulter, il faut aller là-bas. Grâce au numérique, maintenant, on peut avoir pratiquement accès sans avoir à s'y déplacer, mais ça montre bien le caractère un peu médiocre, considéré de ce genre pendant encore très longtemps. Et je pourrais donner plein d'autres exemples de ce type. Alors, d'un autre côté, on voit bien qu'avec la Première Guerre mondiale, eh bien, il y a volonté de les conserver, de les collecter. Voilà. Donc il y a quand même une transformation, même si elle est rapide, fugace, elle a existé pendant quelques années. On va remercier Pascal Dupuis et puis moi je vous invite à venir consulter la suite des documents soit en salle, parce que voilà, vous avez beaucoup de documents ce soir qui ne sont pas présents dans l'expo mais qui restent néanmoins consultables par chacun. La prochaine conférence sera donnée ici par Daniel Brun sur les noms des rues de Rouen et l'odonymie rouennaise qui a été à Rouen très prolixe sur le thème de la Grande Guerre. Donc ce sera le 21 novembre, même endroit, même heure si vous le souhaitez. Et puis n'hésitez pas à venir également aux visites qui vous sont proposées de l'exposition jusqu'au 5 janvier, ainsi qu'à la journée particulière qu'on consacrera le 24 novembre aux auteurs normands qui ont récemment publié des ouvrages divers et variés sur la Grande Guerre. Voilà, je vous remercie, à très bientôt, au revoir.